Donc je propose que nous commencions les échanges avec Guillaume Lopez, qui va, comme j'ai dit, c'est une espèce aussi rare pour nous. Donc ce qui nous intéresse, c'est comment déjà, en tant que jeune homme, il y a eu cette passion pour cet univers des champignons et par quelle porte d'entrée elle est rentrée et retransmise. Donc on va lancer et il y a, voilà, le micro. Et puis... Est-ce qu'on m'entend? Ouais, super. Ok. Merci déjà de m'accueillir. Merci au Biotop Festival de m'accueillir. J'espère qu'on n'a pas trop perdu de gens pendant la pause et que vous êtes tous encore frais pour écouter toutes nos interventions. Je suis pas vraiment une espèce en voie de disparition. Moi, je suis plutôt une espèce en voie d'apparition. Mais en tout cas, je suis vraiment ravi de pouvoir comme ça communiquer sur les champignons parce que c'est vraiment quelque chose qui me passionne. Et il y avait Hubert qui disait que la plupart des mycologues finalement rentraient dans la mycologie par la casserole. Moi, en fait, je suis rentré par une autre porte, c'est la porte de la symbiose. Et donc, j'aimerais vous parler surtout de la symbiose aujourd'hui. Et mon idée dans cette petite micro-conférence, table ronde, échange avec mes camarades, ça serait de vous démontrer qu'en fait, selon la phrase de André Malraux, le 21e siècle sera spirituel ou ne sera pas, et ben en fait, moi je pense que le 21e siècle sera fongique ou ne sera pas. Et donc je vais essayer de vous démontrer ça dans les diaporamas qui arrivent. Donc là, en fait, on est sur la symbiose, on est sur des symbioses, des formes de symbiose, dont Hubert a déjà abondamment parlé. Mais donc, en gros, vous pouvez voir là qu'il y a une promiscuité, il y a une interaction, une imbrication entre le champignon et la plante. Et ça, c'est quelque chose qu'on a découvert vraiment sur le tard avec les travaux d'Albert Frank, qui était un biologiste allemand, et qui en fait s'est intéressé à la truffe. Et lorsqu'il s'est intéressé à la truffe, en fait, à l'époque, on ne concevait pas que deux organismes très distincts génétiquement puissent coopérer pour faire quelque chose de nouveau. Ça a été découvert avec le lichen, mais on pensait que c'était vraiment une exception un petit peu dans la vie. Et Albert Frank en fait, travaille sur la trufficulture et il se rend compte qu'en fait on est sur un parasitisme, mais à bénéfice réciproque pour les deux partenaires. Et ça lance comme ça de nouveau un pavé dans la mare dans le monde de la biologie où on se dit mais qu'est-ce qui se passe? Et donc en fait ces mycorhizes aujourd'hui on les a pas mal étudiées et on se rend compte en fait qu'elles sont à l'origine de l'émergence de la vie sur Terre. C'est-à-dire qu'en fait un des grands challenges de la vie pour sortir de l'eau finalement c'était de récupérer de l'eau, de récupérer des sels minéraux. Et pourtant, les terres émergées, c'est une opportunité énorme pour les organismes photosynthétiques comme les algues, parce qu'il n'y a pas le filtre de l'eau, donc ils vont pouvoir capter beaucoup plus d'énergie lumineuse, et le CO2 également est beaucoup plus soluble dans une atmosphère que dans l'eau. Donc forcément, les algues, elles étaient tentées de sortir, mais elles ne pouvaient pas sans le partenaire fongique. Et donc c'est cette symbiose qui, aujourd'hui, on estime qu'elle est apparue autour de 450 millions d'années, qui a permis finalement l'émergence de la vie sur Terre. Donc ça, c'est déjà quelque chose de fascinant. Et en fait, cette symbiose, elle a tellement bien marché qu'en fait, elle a permis à des petites algues unicellulaires, cyanobactéries, etc., les premiers organismes photosynthétiques, de devenir des structures extrêmement complexes. Et donc là, je vous ai pris une photo d'une représentation d'une époque qu'on appelle le Carbonifère. Et donc c'est là où en fait se serait créé le charbon, parce qu'en fait on avait beaucoup de matières végétales qui étaient produites. Et vous pouvez voir aussi que ça tombait finalement dans les marais. Et comme le champignon est un organisme qui respire comme nous, et que nous a priori on n'est pas capable de respirer sous l'eau, le champignon c'est pareil. Quand le bois tombe dans l'eau, il n'est pas capable de le dégrader. Et c'est pour ça que Venise tient debout. Parce que les piliers de Venise sont faits en bois et que si ce n'était pas dans le marais et dans l'eau, ça ne tiendrait pas. Donc, on a une émergence comme ça de la vie sur Terre, une augmentation du volume des végétaux, et en fait, ça va avoir un impact profond sur la composition de l'atmosphère, parce que ça va donner un effet de levier à la photosynthèse qui va du coup générer beaucoup plus d'oxygène, qui va émettre beaucoup d'oxygène. Le carbone va commencer à être stocké dans le sol, et on va arriver à une composition de l'atmosphère qui est bien différente de celle qu'on a aujourd'hui, et qu'on avait par le passé. Et petite anecdote comme ça, en fait, c'est
probablement c'est même certain, c'est cette quantité d'oxygène dans l'atmosphère qui a permis le gigantisme à ces époques-là, d'avoir des énormes organismes comme ça qui respirent et qui du coup ont besoin de beaucoup d'oxygène pour alimenter leurs muscles, leur foie et tous leurs appareils. Je vais passer assez vite. Alors du coup, qu'est-ce qui se passe si on n'avait pas les mycorhizes aujourd'hui? Alors c'est une hypothèse très très farfelue, mais il y a des chercheurs qui se sont intéressés à la question et qui se sont dit, en fait, globalement, si on n'avait pas les mycorhizes, il y aurait un tiers de la productivité des écosystèmes qui serait foudroyé, qui n'existerait pas, et donc tout l'impact que ça a avec. Donc là, ils ont fait une petite représentation où vous voyez, donc il y a une certaine quantité d'animaux, etc., qui serait juste pas possible de nourrir. Parce que je vais vous passer la slide d'après, mais je reviendrai sur celle de la précédente après. Donc ça, c'est Isaïe, c'est un des prophètes de l'Ancien Testament. Et dans l'Ancien Testament, il y a une phrase qui dit que toutes les chairs sont de l'herbe. Et en fait, comme on sait que 95% des plantes sont symbiotiques avec des champignons, eh bien moi j'ai envie de dire que toutes les herbes sont des champignons. Et donc si tous les herbes sont des champignons et que toutes les chairs sont des plantes, et ben en fait on fait tous partie d'une certaine manière du règne fongique. Alors ce qui est intéressant aussi de voir avec la symbiose, c'est que c'est quelque chose qui a beaucoup plus que le simple, qui va faire beaucoup plus de choses en fait finalement que de simplement nourrir la plante. En fait, Marc-André Sellos en a pas mal parlé, mais ça va donner aux plantes une résistance face au stress hydrique, ça va stimuler leur défense immunitaire et donc leur permettre de se prémunir contre beaucoup de pathogènes. Et puis, alors là, j'ai plus mes trucs, ça va impacter également le métabolisme secondaire des plantes. Donc, il y a eu des études qui ont été faites, par exemple, et selon avec quel champignon mycorhizien est-ce que le fraisier va interagir, la fraise ne va pas avoir le même goût, elle va être plus grosse, elle va être plus parfumée, elle va être plus rouge, etc., etc. Donc, en fait, tout ça, c'est une manifestation, finalement, de l'activité des champignons au travers du végétal. Et donc, ce qui va nous intéresser maintenant, c'est de comprendre un petit peu l'équilibre dynamique qui se passe dans une symbiose. Parce qu'en fait, un arbre, il est en symbiose avec des centaines de champignons. Et donc il a un choix de partenaires à sa disposition. Il n'est pas obligé de travailler avec un tel. Il a de nombreux artisans, on va dire. Et le champignon, il a également plusieurs arbres à sa disposition. Donc ça, c'est déjà quelque chose qu'on ne dit pas forcément et qui pourtant, pour moi, c'est important de le souligner parce que quand on parle des réseaux mycorhiziens, aujourd'hui, ça commence à être un peu connu du grand public, mais on a tendance à réduire ça à simplement de la plomberie pour plantes. Donc les plantes s'échangent d'informations par un conduit qui est le champignon. En fait, le champignon, il a une volonté propre dans la symbiose et en fait, aucun des deux partenaires n'est réellement détenteur, possesseur. Il n'y a pas de maître et d'esclave dans cette symbiose. Ils doivent en fait trouver un point d'entente, un point d'équilibre qui va être du coup dynamique. Et c'est quelque chose que j'illustre par cette image qui en fait représente le mythe d'Icare. Je vais vous faire un petit topo des problèmes familiaux dans la Grèce antique. Mais Icare, en fait, c'est le fils de Dédale. Dédale qui était un architecte très, très réputé à son époque. Et en fait, Dédale a construit un labyrinthe pour enfermer le fameux Minotaure. Et en fait, le Minotaure est enfermé donc dans le labyrinthe. Et puis il y a le roi Minos en fait, qui décide de tuer la personne de laquelle est amoureuse sa fille, Ariane. Et donc il dit à Thésée, tu vas aller tuer le Minotaure dans le labyrinthe. Et en fait, Dédale discute avec Ariane et il lui dit donne à Thésée ce fil d'or pour le conduire dans le labyrinthe pour pas qu'il se perde, etc. Thésée vainc le Minotaure. Minos apprend la trahison de Dédale qui a donné donc ce fil à Ariane. Et pour se venger, il va enfermer Dédale et son fils Icare donc, dans le labyrinthe. Et ce qui va se passer après, c'est ça qui nous intéresse réellement, c'est qu'en fait Dédale sort des ailes qui sont faites avec de la cire. Et donc ils veulent comme ça s'envoler au-dessus de la mer Icarienne justement, qui porte ce nom. Et ce qui va se passer, c'est que Dédale fait un avertissement à son fils. Il lui dit « Fils, fais attention à ne pas trop te rapprocher du soleil, ce qui ferait fondre la cire de tes ailes, et fais attention également à ne pas te rapprocher des vagues, parce que les embruns alourdiraient les plumes et tu finirais par tomber. »
Et en fait, c'est exactement cette dynamique qui se passe dans le vivant en permanence. C'est un jeu de force, c'est un jeu d'équilibre. Et il ne faut pas, surestimer les capacités des choses, mais il ne faut pas non plus les sous-estimer. Il faut trouver le juste milieu. Et donc, c'est pour ça que moi, je ne suis pas très fan quand on dit que finalement, les mycorhizes, ça sert juste à envoyer des informations entre plantes dans la forêt. Je pense qu'il faut nuancer ce propos-là. Donc, je vous ai illustré ça par quelque chose que moi, j'appellerais le continuum symbiotique. C'est que finalement, il y a cet équilibre dynamique entre les partenaires et qu'on oscille en fait en permanence entre une symbiose et un parasitisme, qu'en fait, un des partenaires peut potentiellement tricher sur l'autre. Et lorsqu'il triche sur l'autre, il faut qu'il y ait des mécanismes qui interviennent pour finalement stopper ça. Donc, autre chose qui du coup va être super... Ah oui, non, je suis bête. Important à comprendre pour voir l'impact de la symbiose mycorhizienne, c'est ça. Ça, en fait, c'est la carte de l'Europe pendant la dernière ère glaciaire, qui s'est terminée donc il y a 11 000 ans. Et en fait, il y a des chercheurs qui se sont intéressés à la migration des espèces végétales. Et en fait, ils se sont rendus compte qu'il y avait des espèces végétales qui avaient migré vers le sud beaucoup plus rapidement que d'autres. Et ils se sont intéressés au pourquoi du comment. Alors ça, déjà, on le sait grâce au pollen, parce que les pollens, ça laisse des fossiles qu'on peut étudier dans les sédiments, dans les glaces, etc. Et en fait, on s'est rendu compte qu'effectivement, il y avait des espèces qui étaient allées beaucoup plus vite que d'autres. Et en fait, ce qu'on se rend compte aujourd'hui, c'est que ces espèces sont des espèces qui ont des mœurs avec les champignons qui sont beaucoup plus libertaires, on va dire ça comme ça, qui peuvent faire des associations avec beaucoup plus de champignons, une beaucoup plus importante diversité en fait avec les champignons. Et pourquoi ça nous intéresse de parler de ça en fait, c'est que si vous voyez le petit graphe qui est à côté, et en fait, on voit l'évolution des âges glaciaires au cours des millions d'années finalement. Et ce qu'on se rend compte, c'est que finalement, un âge glaciaire, c'est entre moins 3 et moins 6 degrés, et qu'on nous attend plus 4 degrés pour l'avenir. Et donc en fait, les plus 4 degrés qu'on va vivre à l'avenir, c'est un changement d'air. C'est un changement d'air géologique majeur. Et donc, ça vaut le coup d'étudier comment est-ce que les plantes vont effectivement s'adapter à ça. Et ça nous donne un super exemple en fait de comment est-ce que les choses pourraient se passer. Et ça nous dit justement, très clairement, que c'est les champignons qui vont nous aider là-dedans. C'est les champignons qui vont aider les plantes à finalement s'adapter à ce nouvel environnement qui varie de plus en plus. Donc il va falloir recréer des partenariats fongiques. Il va falloir créer des partenariats avec les champignons. Et là, en fait, je voudrais juste illustrer cette notion de partenariat, parce que ce n'est pas la première fois. On peut relever ce défi en tant qu'espèce humaine, on l'a fait déjà à de nombreuses reprises. Et donc, en fait, quand on a créé de nouveaux partenariats avec de nouveaux organismes, ça a toujours impacté nos sociétés de manière radicale. Et là, je prends l'exemple de la charrette, parce que je ne sais pas si vous savez, mais les départements avant étaient d'une taille suffisante pour pouvoir être parcourus en un jour de cheval, en fait. Et donc, du coup, pour voir l'impact concret qu'en fait, finalement, le partenariat avec les équidés, les chevaux, ça nous a permis de transformer notre société. Et puis, bien évidemment, il y a le vin, dont ma collègue va parler plus en détail, qui servait à potabiliser l'eau dans un premier temps. Donc, c'est quelque chose d'autre qui a servi à l'évolution de la population. Et puis également tout ce qui est bière, pain, etc., qui nous ont permis de stocker nos récoltes finalement. Et donc je voudrais m'avancer vers cette conclusion en vous donnant cette citation d'Albert Einstein qui disait « ce n'est pas en pensant avec le même niveau de pensée qui a créé le problème qu'on va le résoudre ». Donc c'est un peu ce que disait Madina en introduction et j'ai failli dire en fait j'ai pas besoin d'intervenir parce que Madina tu as très bien explicité le fait qu'effectivement nos sociétés aujourd'hui elles ont appris à décortiquer les choses, à créer des cloisons, à disséquer finalement les choses. On robotise les sujets d'études qu'on a et au final on a un peu oublié ce paradigme écologique dont le champignon est l'incarnation. Et donc étudier les champignons, ça nous donne de l'espoir et ça nous donne une manière d'avancer. Et donc je voudrais juste finir avec un peu d'inspiration sur 2 films qui ont justement contribué d'une certaine manière à populariser cette écologie, à populariser cette manière de penser. Et donc là, vous avez un petit rejeton de Eywa dans Avatar.
Eywa, qui est donc cet être connecté, qui connecte l'intégralité de la planète. Et au passage, James Lovelock avait théorisé une hypothèse qu'on appelle l'hypothèse Gaïa, selon laquelle tous les organismes de Terre sont connectés dans un espèce de super-organisme qui est notre planète. Et donc, Eywa, c'est un petit peu une forme de géante mycorhize, géant champignon, qui transforme, qui communique l'information à l'échelle comme ça de ce super-organisme. Et puis le deuxième, beaucoup moins connu, c'est Dame Galadriel dans Lord of the Ring, je sais plus, Les Seigneurs des Anneaux. Et en fait, dans le livre, Dame Galadriel donne un peu de poussière de son verger à Sam Gamgee en lui disant « Écoute Sam, ça va pas t'aider dans ta quête, mais si un jour tu retrouves ta comté natale, en utilisant cette petite poudre, ta terre fleurira comme nul autre jardin de la terre du milieu. » Et en fait, c'est parce que Tolkien avait eu vent des travaux de Albert Frank, et ça l'avait justement beaucoup inspiré. Et au passage, Sam Gamgee, pour lui, c'était le vrai héros de l'histoire, parce que c'est le seul qui était tellement droit, tellement juste, qu'il était capable de ne pas se faire posséder par l'anneau. Et donc, je pense que ces récits-là, il faut les réhabiliter, il faut les encourager. Et j'espère que vous ferez partie de ceux qui y croient. Donc je vous remercie de votre attention. Avant de passer oui. la parole à Odile, je voulais juste que tu évoques, parce que tu nous en as parlé, justement, tu parles de ce pont vers un avenir, et tu as pu rencontrer, je crois, des personnes, tu nous avais présenté des petits extraits d'usages pratiques, en fait, de perspectives d'usage à travers des champignons. Est-ce que tu peux juste, en 2 minutes, avant qu'on donne la parole à Odile, évoquer ce que tu nous avais montré ? Oui, alors il y a différents usages, il y a beaucoup d'études qui sont faites justement au niveau de la mycorhize, au niveau de la symbiose, mais il y a d'autres usages des champignons. Par exemple, on cherche beaucoup de choses pour les substituts plastiques autour des champignons. Et donc dans l'atelier de lundi, un des échantillons que je présentais aux enfants, c'était le fameux Fomes fomentarius, dont a parlé Hubert, qui est donc l'amadouvier, le champignon qui nous a servi à domestiquer le feu. Et en fait, ce champignon, il possède une coque dure à l'extérieur, dont on a trouvé qu'elle résistait en fait à la chaleur. Et on s'est dit, bah tiens, pourquoi est-ce qu'on n'essayerait pas d'imprimer des circuits électroniques dessus ? Parce qu'en fait, aujourd'hui, les circuits électroniques sont imprimés sur ce qu'on appelle du substrat, qui est en fait du plastique. Et le problème, c'est que le substrat freine vachement la capacité qu'on a de recycler les minéraux des appareils électroniques. Et donc, si on avait un substrat compostable fait à base de mycélium de champignons avec cette structure dure, cette structure rigide, et bien en fait, on pourrait avoir des appareils électroniques dont on pourrait plus facilement récupérer les minéraux. Et donc, on pourrait s'avancer justement vers une société beaucoup plus écologique au sens fondamental du terme, c'est-à-dire connecter les choses entre elles et recycler plutôt que de toujours jeter. Parce qu'au final, le paradigme dans lequel on est aujourd'hui, c'est cette linéarité en permanence. À force de disséquer les choses, on n'en voit plus les interactions. Et donc, on aboutit à un déchet. Et voilà, on est un peu à bout de souffle là-dessus. Donc, il faut se renouveler. Et les champignons sont une source d'inspiration colossale à cet égard. Merci beaucoup.